Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des grandes leçons que m'a appris ce parcours de flamme jumelle. Alors, la première grande leçon, ce serait pour moi apprendre à écouter attentivement les personnes. Parce que finalement, que ce soit mon entourage, mes amis, proches ou moins proches, je me suis toujours dit que même lorsque mes proches avaient des comportements qui me dérangeaient, à savoir critiquer telle ou telle personne par exemple, je me suis toujours dit oui mais bon, l'autre personne a dû faire quelque chose pour l'énerver, pour l'agacer, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec lui, avec elle. Finalement, je cherchais toujours une bonne raison pour justifier un comportement que je ne cautionnais pas. Mais ce qui devait arriver arriva, et j'en ai un petit peu parlé dans mon podcast sur l'amitié. Je me suis retrouvée dans la position d'être la personne qui est critiquée finalement. Et là, j'ai enfin réalisé que les gens ne se comportent pas différemment avec nous parce qu'ils sont nos amis. J'ai compris que si tu veux savoir comment une personne parle de toi aux autres, eh bien, tu n'as qu'à écouter comment elle te parle des autres. C'est aussi simple que ça. Et grâce à cette écoute attentive, eh bien, j'ai appris à entendre et à écouter, mais écouter vraiment. Et je me suis rendu compte que oui, certains de mes amis, eh bien, critiquaient beaucoup leurs proches, leur entourage. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais à ton avis, comment est-ce qu'ils parlent de toi quand t'es pas là? Est-ce que tu crois vraiment que c'est différent juste parce que c'est toi? Est-ce que tu crois vraiment que tu es unique et que on ne parle jamais mal de toi? Eh bien non, évidemment que non. Les gens ne sont pas différents avec nous parce qu'on est unique. On aimerait bien. Je crois que c'est notre ego qui veut nous faire croire ça. Mais non, pas du tout. Les gens sont tels qu'ils sont et il suffit d'écouter attentivement pour savoir tout simplement comment les gens se comportent avec leurs amis. Avec leurs amis et parfois aussi avec leurs ennemis. Et donc là, je vais revenir sur un épisode que j'ai vécu avec celle qui était jusqu'à il y a encore quelques années ma meilleure amie. Son discours pour parler de ses amis était plutôt positif. Par contre, quand elle parlait des gens avec lesquels elle n'était plus amie, là, c'était une toute autre histoire. Il y avait beaucoup d'agressivité, de la critique et parfois même des mots très violents pour qualifier ceux qui n'étaient plus ses amis. Et ce comportement-là s'est finalement retourné contre moi, alors que je l'avais toujours eu sous les yeux. Je savais que c'était sa manière de faire, sa manière de fonctionner. C'était tout simplement sa manière à elle de tourner la page. Elle avait besoin d'éprouver de la colère et de s'indigner du fait que ses anciens amis n'étaient plus ses amis pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer à vivre sa vie. C'est son mode de fonctionnement à elle. Et ça, je l'ai toujours su, mais j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Par contre, ça m'a aidé dans mes relations futures pour déterminer si finalement j'avais envie vraiment d'être amie avec les personnes que j'avais en face de moi. En les écoutant parler tout simplement de leur entourage, de leurs problèmes, de leur vie en général. La deuxième leçon qui est assez liée finalement, c'est les actes en disent aussi long que les mots. Et parfois même, les actes en disent plus que les mots. Alors j'entends par là qu'on a sans doute tous eu dans notre entourage quelqu'un qui dit je vais faire ceci, je vais faire cela, et qui finalement ne passe jamais à l'action. Eh bien c'est précisément ce dont je parle. Alors quelques exemples pour illustrer mes propos. Quelqu'un qui vous dirait oui j'ai envie de te voir mais non je ne peux pas, j'ai ceci de prévu, j'ai cela, et qui finalement reporterait régulièrement les rendez-vous ou qui ne serait pas disponible pour vous voir, eh bien,
malheureusement, le message est clair. Ça veut dire que cette personne n'a pas vraiment envie de vous voir, puisque sinon, cette personne-là trouverait un moyen. Et quand on ne veut pas trouver les moyens, eh bien on trouve des excuses. Ça peut être aussi quelqu'un qui ignore vos messages, qui ne vous répond pas de toute la journée et qui finalement vous répond plusieurs heures ou plusieurs jours après en vous disant désolé, j'ai été débordé, j'avais trop de travail. Eh bien, encore une fois, non, on n'a pas trop de travail, on a le temps de répondre à un message, on peut prendre le temps quand c'est important pour nous. Qui n'a pas 2 secondes dans sa journée pour répondre ne serait-ce qu'un OK à un message ou mettre une petite emoji pour montrer qu'il a vu? Eh bien personne. Bien sûr que tout le monde a le temps de répondre. Alors si vous êtes chaser comme moi, vous avez peut-être, sans doute même, vécu ce comportement avec le runner, qui est un grand spécialiste de la non-réponse, mais parce que nous, chasers, leur mettons la pression, parfois involontairement, ou parfois volontairement parce qu'on cherche à provoquer une réaction de leur part. Et dans ce cas-là, leur réaction, c'est soit la fuite par la non-réponse, soit la fuite, mais en ayant des mots plus durs à notre encontre pour faire cesser tout simplement notre poursuite. Alors pour prendre un autre exemple sur la liaison entre les actes et les paroles, quelqu'un qui dirait par exemple moi je suis extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, mais qui par contre aurait le comportement contraire dans la vie, à savoir pourrait se montrer parfois méchant envers d'autres personnes ou serait beaucoup dans la critique de son entourage, eh bien c'est quelqu'un qui n'allie pas la parole et les actes. Et donc par exemple quelqu'un qui ne trouve pas de temps pour vous voir, eh bien c'est simplement qu'il n'a pas envie de vous voir. Une autre grande leçon que j'ai appris grâce à mon runner, c'est le précepte suivant. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça a pris tout son sens, vraiment, avec mon runner. Quand j'ai réussi à garder le silence, eh bien, j'ai obtenu de sa part plus de confession, plus d'authenticité que quand j'essayais à tout prix de le convaincre ou de le raisonner par mes mots. Quand j'ai arrêté de lui courir après, de lui envoyer des messages pour prendre de ses nouvelles, eh bien, c'est lui qui a commencé à venir vers moi, à m'envoyer des messages pour savoir comment j'allais. Et donc, pendant plusieurs mois, c'est uniquement lui qui a été à l'initiative de nos échanges. Je répondais à ses messages, en revanche, je n'en étais plus à l'initiative. Et ce silence que j'ai pu observer, eh bien, ça l'a amené à se rapprocher de moi. Le pire que j'ai fait étant de ne pas lui souhaiter son anniversaire. Alors, je vous arrête tout de suite, il ne m'avait pas souhaité le mien. Donc, il y avait une petite part de vengeance, je le reconnais. En revanche, ce silence que j'ai observé, le fait de ne pas lui courir après, le fait de ne pas lui souhaiter son anniversaire, c'est quelque chose qui a été marquant pour lui. Et ça l'a poussé, lui, à revenir au contact avec moi. J'ai aussi cet exemple où lors d'un échange téléphonique, il s'est inquiété, voire étonné de me voir prendre de la distance avec lui et il voulait savoir si j'allais bien. Je lui ai alors fait part de mon souhait de prendre de la distance parce que mes sentiments pour lui étaient toujours des sentiments amoureux et non pas des sentiments amicaux comme lui avait pour moi d'après ses dires. Et donc lorsque j'ai posé les mots lui disant je crois qu'il faut que l'on arrête de se parler, qu'il faut que j'arrête de t'écrire et de t'appeler parce que mes sentiments pour toi sont toujours les mêmes. J'ai ensuite gardé le silence. Eh bien, c'est lui qui a comblé les silences à ce moment-là. C'est lui qui m'a dit je tiens énormément à toi, je n'ai pas envie de te perdre.
J'ai relu tes lettres et tes mots me touchent énormément. Tu es la seule personne qui m'a jamais écoutée, la seule personne qui me connaisse vraiment. Et ça, pour moi, c'est une petite victoire. Alors certes, ça n'a pas été suivi d'actes. C'était des paroles, mais finalement, il n'y a pas eu d'actes derrière. Pour autant, je considère ça comme une vraie victoire, d'avoir réussi à avoir de l'authenticité et des confessions de sa part. Et je dois dire que ça m'a rassurée aussi. Dans ce parcours, j'ai aussi appris que tout peut être transformé, transmuté, transcendé. On peut faire de chaque épreuve de la vie quelque chose de beau. Alors bien sûr, ça demande de savoir accueillir ses émotions, les accepter. Ça demande de savoir pardonner parfois. Ça demande de l'introspection, plonger en soi pour identifier ce qui a pu nous blesser, comprendre nos réactions d'aujourd'hui par les événements qu'on a pu vivre dans le passé, et puis avoir la volonté d'aimer notre histoire, aimer tout ce qu'on a vécu, même la pire des épreuves, avoir envie d'en faire quelque chose de beau et honorer ce qui nous est arrivé, parce que tout ce qui nous arrive arrive pour une raison bien particulière. Et même des épreuves difficiles comme la maladie, comme le deuil, eh bien, ça vient nous montrer quelque chose. C'est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qu'on a à modifier. Et c'est une chance qu'on vienne nous montrer et qu'on vienne nous permettre de réagir. Parce que la pire des épreuves qui soit, ce serait notre propre mort. Le moment où on nous dit, bon ben, stop, c'est terminé. Là, on a l'opportunité d'agir. On a l'opportunité de prendre ce qui nous a le plus blessé pour en faire quelque chose de merveilleux. On dit qu'il y a toujours deux faces dans une pièce. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. On peut voir les choses du côté noir ou du côté blanc, du côté positif ou du côté négatif. Et ce que je veux dire par là, c'est pas juste se dire bon ben tant mieux, on n'est plus ensemble, je verrai plus sa sale tête, j'aurai plus à supporter ceci ou cela dans son caractère que j'aimais pas. Mais c'est pas juste trouver des points positifs au fait que quelque chose se soit arrêté ou à un événement difficile qui nous soit arrivé. C'est vraiment chérir ce qui nous est arrivé parce que on en a appris quelque chose et on en fait quelque chose de beau pour l'avenir. Dans le cadre du parcours Flamme Jumelle, c'est par exemple la séparation avec le runner. En tant que chaser, ça nous fait mais hyper mal cette séparation. Ça nous semble bien sûr complètement incohérent, incompréhensible, inhumain de devoir vivre ça. Et pour autant, eh ben cette séparation, elle est merveilleuse. Moi, elle m'a permis véritablement de commencer mon travail sur moi de façon consciente. Elle m'a permis de devenir quelqu'un de beaucoup plus positif. Elle m'a permis d'établir mes rêves et d'essayer de réaliser mes rêves sans dépendre de quelqu'un. Elle m'a aussi permis de sortir d'une dépendance affective. Donc, elle est merveilleuse cette séparation. Heureusement qu'elle était là. Et cette capacité à transmuter les événements qu'on pourrait qualifier de négatifs qui nous arrivent dans la vie, eh bien, c'est comme tout le reste, ça s'apprend. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur tout ce que ce parcours m'apprend et toutes les belles leçons que je peux en tirer. Donc je vous propose d'arrêter cette vidéo ici et de vous faire prochainement une autre partie avec d'autres belles leçons que j'ai pu tirer du parcours, mais aussi des leçons que je suis encore en train d'apprendre, encore en train d'intégrer. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'amoureuse. Prenez bien soin de vous.